Christophe Leclerc, bonjour. Vous êtes le fondateur d'Euractiv. Vous êtes français, vous habitez à Bruxelles depuis de très nombreuses années désormais, et vous aviez par le passé travaillé à la Commission européenne, que vous aviez décidé de quitter à la fin des années 90, dans un contexte très particulier d'ailleurs, parce que c'était en pleine bulle Internet, et ce qui peut correspondre à une forme de gageure, puisque c'était à ce moment-là que vous avez décidé de fonder Euractiv, qui est, comme on dit en bon français, un pure player, c'est-à-dire un média exclusivement en ligne. Alors en fait, Euractiv, vous me direz si je me trompe, c'est un réseau d'un ensemble de sociétés indépendantes qui publient des articles en fait sur l'actualité européenne et s'adresse sans doute en particulier aux professionnels et aux experts de la question et plus largement bien sûr à un plus grand public. Dès le départ, et moi ça m'intéresse beaucoup, vous avez cru à très juste titre que quand on parlait d'actualité européenne, il fallait le faire dans toutes les langues. Et c'est ce qui fait que Euractiv est un des rares médias sur l'actualité européenne qui est disponible dans différentes langues, puisque vous avez désormais une douzaine de rédactions, si je ne m'abuse, alors que, au-delà, bien sûr, du travail réalisé par les correspondants de presse nationaux, l'essentiel de l'actualité européenne est couvert quand même, pour l'essentiel, en anglais, il faut quand même être très clair. Donc, euractiv.com était le premier site, après il y a eu deux Euractiv qui se sont ajoutés, dont euractiv.fr, je le dis pour ceux qui nous écoutent et qui sont francophones, qui date de 2007 et s'adresse à eux. Alors, aujourd'hui, vous ne vous intéressez plus à la gestion d'Euractiv, vous êtes focalisé, enfin vous y intéressez, mais vous n'êtes plus immédiatement impliqué, vous vous êtes focalisé sur la fondation d'utilité publique Euractiv, et c'est ce dont on parle aujourd'hui, puisque à ce titre, vous êtes absolument intéressé par la promotion de la santé économique des médias en général, vous êtes un acteur du débat sur les politiques européennes à Bruxelles, et vous avez d'ailleurs, je le signale, été un des membres d'un groupe de haut niveau qui avait été créé par la commission Juncker, donc la commission précédente, sur les fake news et la désinformation, qui a un rapport très intéressant. Je le dis à tout le monde qui est en ligne, disponible aujourd'hui, si vous parlez l'anglais, puisque lui, à la différence d'Euractiv, n'est disponible qu'en anglais. Ça c'est pas tout à fait exact. Disons que la communication de la Commission, qui a repris 90% de nos recommandations, est disponible dans toutes les langues de travail de l'Union européenne, dans toutes les langues officielles, je devrais dire. Donc, le rapport est presque disponible dans toutes les langues. Bon, d'accord. Alors, très bien, autant pour moi. Donc, la santé des médias aujourd'hui nous préoccupe. Bon, de toute façon, ça fait des années que ça dure, puisqu'on est dans un contexte de révolution numérique. La transition numérique, pour beaucoup d'entre eux, a été difficile et pas terminée d'ailleurs. Certains cherchent encore et peinent à trouver véritablement un modèle économique. Et donc, c'est la première question. L'épidémie de Covid est venue se greffer sur une situation qui, pour certains d'entre eux, était déjà compliquée. Et c'est donc la question que je vous pose. Aujourd'hui, Christophe Leclerc, dans quel état se trouvent les médias européens dans le contexte de cette épidémie et quels ont été donc ses effets sur ce secteur? Merci pour cette introduction qui m'évite effectivement de revenir sur l'histoire d'Euractiv, ce qui serait un travers pour moi. Effectivement, actuellement, je me concentre sur le think tank Fondation Euractiv, qui effectivement s'occupe de deux choses. D'une part, de promouvoir des politiques qui sont en faveur de la santé économique des médias, et d'autre part, des programmes de formation sur l'innovation dans les médias. Et le deuxième point n'est pas tout à fait négligeable, parce que il ne suffit pas de critiquer les pouvoirs publics pour le manque de réglementation appropriée et d'aide financière. Encore faut-il s'aider soi-même et évoluer, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je crois qu'on a actuellement trois grands problèmes, deux qui préexistaient à la crise et puis la crise. Le premier problème, c'est que l'essentiel des ressources des médias est passé sur les plateformes, avec beaucoup de pertes en ligne d'ailleurs. Il s'agit de la publicité et puis de l'essentiel de l'argent des abonnements. Les abonnements continuent sur un certain nombre de médias, mais si on compare avec le passé, c'est beaucoup moins. Je ne parle même pas des ventes au numéro de médias papier, puisqu'aujourd'hui les médias sont essentiellement digitaux eux-mêmes. On pourra revenir sur ça, car il y a des moyens de rééquilibrer un petit peu l'écosystème. On pourra y revenir quand on parle de politique à mener. Le deuxième problème, justement, c'est le manque d'évolution des médias eux-mêmes. C'est paradoxal parce que les médias emploient notamment beaucoup de journalistes. Ce sont des métiers à forte valeur ajoutée, avec des gens ouverts d'esprit internationaux. Et pourtant, si on regarde la structure du secteur des médias, on voit des secteurs qui sont essentiellement nationaux. Il n'y a quasiment pas de presse européenne, et je ne parle pas des quelques médias spécialisés comme Euractiv et quelques autres. Il n'y a pas de presse européenne au sens d'une grande presse, et il y a encore relativement peu de presse mondiale aussi.
Ceci se traduit par des moyens relativement faibles. En fait, les médias, c'est un monde de PME. Même des grandes marques pour lesquelles on peut avoir beaucoup de respect sont au mieux des entreprises moyennes, certainement pas des grandes entreprises, et ça leur permet pas non plus d'amortir les dépenses en formation, en technologie, etc., sur des périmètres suffisants. En fait, on a affaire à un monde de nains en face de deux grands géants. C'est ça, le secteur des médias. Alors, à cela s'ajoute effectivement la crise du coronavirus qui ne fait que empirer une situation qui préexistait, qui était déjà très fragile. Les médias ont perdu durant la phase de confinement, cela dépend des uns et des autres, mais souvent entre 50 et 80% de leurs revenus. Ça remonte un petit peu, ça remontera probablement pas à 100%, parce qu'il y a des bonnes habitudes qui se sont perdues. Je pense en particulier à tout le secteur des événements. On voit les médias essentiellement comme du papier et des pages web. En réalité, dans la plupart des groupes médias, les événements étaient la seule activité vraiment rentable qui permettait de cross-subsidier le reste. Des événements physiques, évidemment, ils n'ont pas lieu actuellement. On peut les remplacer par des événements virtuels, mais pas forcément pour les mêmes prix. Et ça va devenir un monde hyper compétitif, un petit peu comme quand on est passé du papier au virtuel, c'est devenu hyper compétitif et le secteur des médias a perdu. Pour les événements, ce sera probablement la même chose. Voilà le tableau assez noir que je voulais tracer avant de répondre à d'autres questions. Merci, mais c'est très intéressant la partie sur les événements parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose que peu de personnes savent ou auquel ils ne pensent pas parce qu'effectivement, on pense simplement à la diffusion d'informations. Alors la question suivante porte sur l'Europe qui s'ingénie aujourd'hui et la Commission, puisqu'elle a le droit d'initiative, propose des plans de relance multiples et variés. Est-ce qu'il faut un plan de relance industriel spécifique au secteur des médias? Si tel est le cas, quels sont, selon vous, les principes qui doivent sous-tendre ce plan? Tout à fait. Moi, je vois trois grands plans qui peuvent être développés au plan européen, bien entendu en articulation et en coordination avec les États membres. Je dirais les États membres qui s'enquièrent réellement, raisonnablement du secteur de la presse, parce qu'il y a aussi des États membres où, au contraire, cette crise sera l'occasion d'une prise de contrôle soit par le gouvernement, soit par des oligarques amis. Donc on aura des situations assez variées, mais on a quand même une majorité d'États membres dans lesquels on comprend l'importance de la presse. Et on reviendra peut-être un peu plus tard sur l'importance de la presse. Ces trois grands éléments, je crois qu'il y a d'une part d'accélérer l'innovation dans le domaine des médias. C'est des politiques qui étaient déjà envisagées dans le passé, mais pas suffisamment financées ni au plan européen ni au plan national. Deuxièmement, des aides d'urgence, et là, ça pêche terriblement. Et troisièmement, continuer l'évolution de la réglementation et l'accélérer de façon à permettre au secteur des médias de récupérer une partie des revenus qu'il a perdus. Alors, sur le premier plan, l'innovation, il faut bien reconnaître que ce qui a été fait jusqu'à présent est assez faible. Je comparerais au secteur de l'audiovisuel et de l'industrie du cinéma. Là, il existe le programme Média. Média ne s'adresse pas aux médias, c'est un paradoxe, il y a très peu de gens qui comprennent ça. Média s'intéresse essentiellement à l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel, parfois un petit peu les radiodiffuseurs. Pour ce qui s'appelle en franglais les news media, donc la presse d'information à base de journalisme, il n'y a pas grand-chose. L'un des rares programmes qui s'approche de ça, c'est un programme qui a été initié par la Fondation Euractiv qui s'appelle Stars for Media, mais c'est peu de choses et je ne devrais pas développer sur ce point-là. Ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir des ressources mises à disposition en prenant dans les programmes de recherche et développement de la Commission, qui s'appelle désormais Horizon Europe, et en prenant également dans ce qui concerne la culture et les industries créatives, qui s'appelle Creative Europe, et on pourrait, en prenant des budgets de là, créer un programme que moi j'appellerais News, tout simplement, par opposition au programme Média. News, ça pourrait vouloir dire News in Europe Working Sustainably, c'est-à-dire faire fonctionner l'industrie du journalisme d'information de façon durable. Et ce programme pourrait devenir le centre d'un écosystème et aussi, quelque part, l'accompagnement de la restructuration du secteur des médias. Le milieu des broadcasters, des radiodiffuseurs et le milieu du cinéma sont très bien représentés à Bruxelles. Ils ont des gros lobbies,
ils agissent sur les questions réglementaires aussi. Il n'y a pas ça pour les news médias. Au Étonnant. contraire, les quelques représentations de groupes d'information qui existent jusqu'à présent sont plutôt en train de se retirer. Donc c'est un espèce de cercle vicieux. Pas de moyens économiques, donc pas de lobbying, donc pas de moyens économiques. On peut changer ça, peut-être grâce à la crise. J'en viens au deuxième point qui est les aides d'urgence. Là, c'est vraiment pour l'instant très inquiétant. Je voudrais adresser un grand satisfecit à la Commission européenne pour ce qu'elle fait dans le domaine du tourisme. C'est loin d'être parfait, on a des problèmes de coordination sur l'ouverture des frontières, etc. Mais le commissaire français Thierry Breton a vraiment impulsé un plan de relance du tourisme avec des moyens derrière qui est tout à fait notable. Il a eu des entretiens avec d'autres écosystèmes, comme il l'appelle. Pour l'instant, dans le domaine des news médias, ça n'a abouti à rien. Quand on parle aux commissaires concernés ou à leurs équipes, ils nous citent toujours un tas d'aides horizontales, le fait que les aides d'État sont autorisées, donc les gouvernements ont droit d'aider la presse nationale, c'est quand même la moindre des choses. Ils nous citent d'autres aides, comme par exemple des systèmes de garantie de prêts ou de report de taxes, mais pour les médias, ça n'est pas la solution. Quand on a un bilan financier très faible, reporter des dépenses à l'an prochain, ça n'aide pas, parce que l'an prochain, il faudra payer les dépenses de l'année prochaine, plus les dépenses de cette année. Et quand tu as des prêts qui sont garantis, mais pas à 100%, il n'y a pas beaucoup de banques qui vont les accorder. Donc, il faut vraiment apporter du revenu directement aux médias. Et vous avez bon espoir que ce soit le cas, que quelque chose soit mis en place? Pour l'instant, il n'y a rien de tangible. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont circulé. Elles ont été très bien relayées par les parlementaires. Je dois dire que le Parlement européen est très sensible à ces questions. Une idée toute simple et qui serait dans l'intérêt général serait d'acheter de la publicité au secteur des médias. Parce qu'actuellement, le lectorat des médias est gigantesque. Il a souvent doublé ou triplé par rapport à ce qu'il était auparavant. Il est clair que dans la crise, les citoyens ont besoin de sources d'informations multiples. La télévision d'État avec le ministre qui parle et les quelques experts de la santé, ça suffit pas. On a envie de savoir ce que des gens indépendants et critiques pensent. Il y a aussi un besoin de campagne d'information gigantesque. Il y a tous des événements qui ont été abandonnés. Donc les boîtes de consultants qui organisaient ces événements pour les institutions ne vont pas avoir ces budgets. Il serait tout à fait possible d'investir cet argent en publicité. Il n'y a pas besoin de base juridique nouvelle. Tous les canaux existent. Seul problème, c'est pas encore fait. Le troisième point que je mettrai en avant, c'est donc d'accélérer l'évolution du cadre réglementaire. Dans le groupe de travail dit de haut niveau auquel vous avez fait allusion sur la désinformation, il y avait tout un chapitre sur les mesures économiques. C'était il y a 2 ans que la Commission européenne a accepté la plupart de nos recommandations, mais depuis 2 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu un plan d'action pour essayer de sauvegarder les élections européennes par rapport aux interférences étrangères, essentiellement russes. Ce plan d'action a assez bien marché, mais on peut se demander si la presse n'est pas un petit peu instrumentalisée. Il y a eu un code de conduite des plateformes très imparfaitement mis en œuvre. C'est l'avis général, peut-être même des plateformes elles-mêmes quand on les écoute bien. Il va y avoir un nouveau plan d'action pour éviter la désinformation autour du coronavirus. Mais le chapitre économique, où est-il là-dedans? Il y a quelques signaux intéressants dans les stratégies qui ont été annoncées au début de cette nouvelle commission, notamment la stratégie digitale portée par la commissaire danoise Vestager. Elle annonce, conceptuellement en tout cas, une meilleure réglementation des plateformes, un rééquilibrage entre les plateformes et tous les autres intermédiaires, donc y compris la presse, le fait de les définir comme des plateformes systémiques. Et pour moi, c'est très important. Je ne veux pas être trop long, mais rappelez-vous la crise financière en 2008. Les banques ont été considérées comme systémiques, donc on les a sauvées. On a dépensé des montants gigantesques, presque aussi importants que ceux qu'on va dépenser maintenant sur l'ensemble de la crise coronavirus. Le secteur des médias ne demande pas autant, mais il demande que les plateformes soient considérées comme systémiques, ce qui ne consiste pas à les aider, mais au contraire à mieux les réglementer, et que le secteur des médias soit considéré comme essentiel. Et là, oui, il faut l'aider. Finalement, on ne représente que moins de 400 000 personnes en Europe, et donc il serait possible de nous aider de façon substantielle sans vider les caisses des États. Alors justement, parlons de l'importance du secteur des médias
d'un point de vue démocratique et sociétal. C'est une évidence, la relation entre, de toute façon, les démocraties et les médias. Et précisément, la révolution numérique que vous venez d'évoquer et l'explosion de ces plateformes, qui d'ailleurs pour l'essentiel ne sont pas européennes, ont radicalement changé la donne, puisque désormais les citoyens, vous, moi, nous accédons de plus en plus à l'information par la manière de ces plateformes. Chez les jeunes, c'est d'ailleurs parfois dans des proportions qui sont même majoritaires. Et donc se pose la question des contenus qui y circulent. Or, ces plateformes ne se considèrent pas comme des éditeurs de contenu, donc c'est très difficile de réglementer les contenus qui y circulent, même si on sait, et on l'a vu très clairement, qu'il y a une grande propagande et désinformation, très dommageable évidemment pour l'information des citoyens, qui y circulent. Alors, vous évoquiez beaucoup la Commission et vous avez parlé du Parlement avant, vous n'avez pas parlé des États. J'aimerais bien savoir aussi quelles sont la position des États là-dessus, puisque quels seraient, d'après vous, les leviers sur lesquels, au niveau européen, il faudrait peser pour assurer, ce qui est essentiel, que les citoyens puissent accéder à une information qui est factuellement fiable. L'essentiel, c'est effectivement, on y revient, d'avoir un secteur des médias indépendant et durable. Et pour ça, il faut qu'il se restructure. Il y a des gens, traditionnellement, notamment les syndicats de journalistes, qui sont opposés par principe à la concentration des médias. Je pense que ça va changer. On aura forcément une concentration des médias, principalement par la mort de certains titres. Et vous allez voir cet été, ça va être un bain de sang, avec des fermetures, des reprises dans des conditions terribles, des licenciements en masse, etc. Et je pense que, au lieu de simplement regretter la chose après coup, il vaudrait mieux avoir une politique industrielle, anticiper ce problème, faciliter les regroupements et bien entendu donner les aides à court terme qui vont permettre aux médias de se restructurer et d'innover plus pas uniquement dans l'urgence. Le risque dans beaucoup de pays, c'est de se retrouver, il y a certains médias qui ont encore quelques réserves, mais c'est de se retrouver dans un an avec essentiellement la télévision d'État, puis d'autre part les plateformes qui effectivement véhiculent beaucoup de fake news. La réglementation des plateformes permettrait à la fois de réduire l'importance des fake news et aussi de privilégier une presse de qualité. Et c'est vraiment l'essentiel qu'on avait mis dans notre rapport sur la désinformation. Il reste complètement pertinent. Les gens qui s'occupent de ces questions au plan européen, mais aussi souvent au plan national, connaissent ces choses-là. Moi, j'avais résumé notre rapport en une phrase, en 3 morceaux, qui est assez simple. Premièrement, éviter la censure. Deuxièmement, diluer les fake news. Et troisièmement, promouvoir une presse de qualité. Éviter la censure, on l'a fait au plan européen, on l'a presque fait en France. Il y a eu une loi sur les fake news. Au départ, ça s'appelait, rappelez-vous, une loi sur les fausses informations. Très dangereux. Là, on voyait le ministère de la Vérité pointer son nez. Ça a été un petit peu changé, mais il reste quand même le recours au juge des référés qui permet de retirer la licence à un radiodiffuseur. Bien sûr, on a tous en tête RT et ce genre de médias tout à fait contestables. Mais le principe peut être utilisé s'il est mis dans des mauvaises mains à l'égard de médias tout à fait corrects. Qui sait ce qui se passera aux prochaines élections présidentielles? Et le fait de mettre ce genre de clause dans une loi française dans un pays respecté a donné de l'inspiration à d'autres pays. C'est un argument qui sert en Hongrie, en Bulgarie, pour développer des lois qui sont tout à fait nauséabondes et qui du coup instaurent un régime de censure, de facto en tout cas. Deuxième point, diluer les fake news. Je ne vais pas rentrer dans la technique, l'essentiel c'est d'avoir un droit de regard sur les algorithmes. Imaginez que chaque média est un rang déterminé par des entités indépendantes, probablement avec les milieux de la presse, et qu'un article du journal Le Monde soit considéré comme a priori de bonne qualité, donc avec a priori une grande visibilité sur les plateformes, et qu'un article de Russia Today soit considéré comme a priori méritant une visibilité faible, et que des choses qui sont vraiment des fake news méritent une visibilité extrêmement faible. Ceci serait très vertueux. Premièrement, parce que les fake news auraient beaucoup moins de visibilité, sans être censurées. Si vous voulez vraiment trouver l'information disant que Hillary Clinton tue des petits bébés, vous allez la trouver, mais elle sera généralement pas visible. Ça s'appliquerait pas seulement à Facebook et Google, on pense toujours à ces deux marques, mais également à leurs filiales qui sont beaucoup plus contestables. YouTube, d'ailleurs c'est un paradoxe, Comocène est diffusé aussi sur YouTube, il n'y a pas que des mauvais contenus, et également WhatsApp.
C'est WhatsApp qui a fait l'élection présidentielle au Brésil. Mm. Donc, il faudrait que ça s'applique également à ces médias-là. Et ça serait un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que l'information de qualité aurait plus de visibilité. Elle serait également référencée comme étant de qualité, donc elle attirerait plus de publicité et ça permettrait un meilleur partage de cette publicité entre les plateformes et les médias, si en parallèle on met bien en œuvre les législations qui existent et notamment la directive copyright. Mais je ne vais pas rentrer dans les choses technocratiques. Retenons simplement qu'il est possible de rééquilibrer l'écosystème consistant des plateformes, les médias et le monde de la publicité. La taille du gâteau va pas beaucoup évoluer, mais le partage du gâteau peut changer beaucoup. Tout ceci permettrait aux journalistes de faire leur travail, ils ne demandent rien d'autre, et de préserver un pluralisme de l'information. Un dernier point sur la dimension transnationale, parce que comme je l'ai dit d'emblée, je pense que l'un des problèmes, c'est la fragmentation du secteur. Absolument. Je pense que la restructuration des médias risque de se faire sur une base purement nationale. Ce qui sera le pire en termes de pluralisme d'information, c'est clair qu'il y aura une tendance à supprimer certains médias ou à laisser mourir certains médias qui présentent des opinions, disons, pas majoritaires. Et c'est clair aussi que c'est le pire d'un point de vue social. Parce que quand on fusionne deux médias très proches, il y a besoin d'une équipe et pas deux. C'est pourquoi je suggère de renforcer la presse transnationale. Il y a eu quelques tentatives. Il y a deux réseaux qui existent qui s'appellent Europa, qui est un réseau, disons, de centre-gauche, et l'ENA, qui a moins d'alignement idéologique, puisque vous avez El País, centre-gauche, Le Figaro, Die Welt, carrément à droite, et beaucoup d'autres encore. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans ce sens-là, de façon à avoir des ensembles, des fédérations de médias nationaux qui mettent en commun leur réseau de correspondants dans le monde et qui mettent en commun leurs outils technologiques. Les outils technologiques, ce sont des coûts fixes. Donc, plus on peut en répartir la charge sur un périmètre important, et mieux on peut s'en sortir. Enfin, cette restructuration européenne et cette meilleure coopération entre les différents médias permettrait d'être plus unis face aux deux grands géants. Il y a des négociations très dures qui sont en cours. La France est d'ailleurs un champ de bataille important, puisque dans un premier temps, Google avait choisi de ne pas respecter la directive copyright, mais heureusement, les autorités de concurrence françaises ont obligé Facebook à rentrer dans les négociations. Donc, 8 ans après le début de la directive copyright, peut-être qu'on aura un aboutissement, c'est pas très rapide. Pour aller beaucoup plus vite, il faudrait évidemment que les médias soient plus unis dans leur représentation vis-à-vis des pouvoirs publics et dans leurs négociations vis-à-vis des grandes plateformes. Bon, merci, c'était très très éclairant. Sur votre dernier point, on peut se permettre le doute dans la mesure où vous expliquez que justement ces médias avaient du mal en fait à faire entendre une voix commune et étaient relativement mal représentés à Bruxelles. Donc j'espère que ça va changer de telle façon qu'ils puissent faire porter un message plus commun et qu'ils aillent vers plus d'unité. Merci Christophe Leclerc. Merci beaucoup Tremor de m'avoir accueilli sur Comocène et bonne chance. Merci.